le droit à la vie, le noyau dur de ces droits de l'homme-là, qui sont mis en mal à l'est du pays, dans les territoires occupés. Alors, l'ensemble de ces droits-là nécessite, aussi bien à l'est que ici à Kinshasa et dans les provinces que contrôle Kinshasa, nécessite donc d'être amélioré. Voilà ce à quoi nous travaillons. Euh, eh bien, On aura à en parler de tout ce que vous faites en détail, mais parlons de la République démocratique du Congo et la partie contrôlée par le rebelle ou le pays voisin, les agresseurs de la RDC, et la partie gouvernementale. Vous êtes président du CNDH, c'est la Commission nationale de droits de l'homme. En RDC aujourd'hui, vous qui avez le tableau, quel est le droit qui est fréquemment violé? eh bien, ça dépend. Je vous ai montré qu'il y a un défi, Mhm. un grand défi à relever, c'est la cessation de la guerre. Ok. Et qui parle de la guerre, des conflits armés, cela sous-entend la négation pratiquement de tous les droits humains Mhm. et de certaines valeurs des droits humains. Et voilà pourquoi nous disons que la situation est grave Ok. au nord et sud Kivu, dans certains territoires du pays. Mhm. Mais ici, je vous dis qu'il y a du retard accumulé du fait de la mauvaise gouvernance empilée, accumulée par la mauvaise gestion du Mhm. pays depuis les années 60 Mhm. jusqu'à ces jours. Puisque quand vous comparez les niveaux que nous avions, par exemple en 1960, avec le Canada, on était sur la même longueur d'onde. Et même l'Afrique du Sud ne pouvait pas rivaliser. Alors il y a des pays comme ça qui aujourd'hui sont loin dans le processus de développement et dans la fourniture des services pour que le droit de l'homme soit respecté. Voilà, c'est ce retard-là pour lequel Kinshasa est en train de bosser dur, de travailler très dur, pour qu'enfin on aille vraiment à respecter ces droits-là, les droits sociaux, économiques et culturels, qui sont des droits à effet, comme je l'ai dit tout au début, à effet immédiat, puisqu'on a besoin d'une économie forte, Mhm. on a besoin d'avoir des moyens pour construire les routes pour gérer également les hôpitaux, on a besoin de l'infrastructure, pour les écoles et la création d'emplois, afin d'assouvir aux besoins des populations par rapport à ces droits euh, importants qui sont aussi des droits euh, que l'on ne peut éviter parce que l'être humain aspire à ce qu'il mène une vie normale, respectueuse de ses valeurs de dignité. Alors, vous êtes président du CNDH, c'est une institution d'appui à la démocratie. Il y a quelques jours, sur ce même fauteuil, j'avais le président Christian Bossembe, qui est également président d'une autre institution d'appui à la démocratie, le CESAC, CNDH, c'est comme la commission électorale, la CENI, la commission nationale électorale indépendante. Quelqu'un réfléchissait hier après cette émission, quelqu'un m'a fait réfléchir, il dit je sais pas, vous allez réagir, hein. Il dit, ça serait plus intéressant, il faudrait qu'on puisse changer la loi parce que après avoir été élu par vos pairs, il y a l'ordonnance présidentielle qui intervient pour vous nommer et cela ne fait pas de vous un homme libre pour tous les Congolais et les opposants et le pouvoir. Il faudrait peut-être que vous laissiez le fait qu'il y ait l'ordonnance présidentielle, vous ne serez pas en mesure de dire le contraire de ce que pense le pouvoir en place. Vous êtes d'accord avec cette personne qui réfléchit comme Ben, ça? je pense, oui et non, je suis d'accord, mais en même temps, il faudrait penser à ce que les institutions d'appui à la démocratie, il faudrait que ces institutions puissent fonctionner de façon indépendante. Quand vous Mais c'est là ce prenez, qu'il dit. Il dit vous n'êtes pas oui, indépendant parce que le fait qu'il y ait de une ordonnance façon, présidentielle qui vous oui, nomme. oui, mais tout à fait. Mhm. L'on a pensé, par exemple, que si on met des commissions mixtes Mhm. dans la composition de ces institutions-là, mixte, cela veut dire
le représentant des partis politiques et ceux de la société civile. Généralement, la société civile est indépendante. Avec la présence des représentants des partis politiques, il y a moyen que chacun puisse se contrôler à l'intérieur et agir pour le bien de façon objective et non pas pour éviter évidemment la subjectivité, l'indépendance à un mouvement qui soit fort, par exemple les partis politiques, par rapport à la société civile. Mais attention, pour les deux consoeurs, c'est-à-dire la CENI et le CESAC, c'est la composition mixte où il y a des représentants des partis politiques et le représentant des médias indépendants et autres. Et c'est la même chose de la composition de la CENI. Vous avez la société civile qui est minoritaire par représentation et vous avez les représentants des partis politiques. Sauf la Commission nationale des droits de l'homme qui, elle, est constituée, composée des délégués, des composantes de la société civile. Bien entendu, société civile est une composante que l'on présente dans son ensemble comme étant un axe, une composition des acteurs non étatiques indépendants. Alors, les 9 membres de la Commission nationale des droits de l'homme sont tous issus des composantes de la société civile. Alors, maintenant, si on pense qu'on peut changer de mode, tant mieux, on peut le faire en modifiant la Constitution et les lois organiques de ces institutions d'appui à la démocratie. Mais pour la Commission nationale des droits de l'homme, c'est une recommandation faite par l'ONU, les Nations Unies, à tous les États membres de l'ONU. Ces États ont l'obligation d'avoir chez eux une institution comme la CNDH ou une institution nationale au pays pour la promotion et la protection des droits de l'homme, ou carrément on s'est mis vers un autre système, le modérateur de la République, l'ombudsman. Alors, ces mécanismes sont des mécanismes nationaux édictés par, disons, dirigés par des lois et des normes et des principes édictés par l'ONU, édictés par la communauté internationale, tels que le principe de Paris. Ça, c'est pour permettre à cette institution, la CNDH et autres, de fonctionner de façon indépendante par rapport aux autres institutions gouvernementales et autres, de sorte que la CNDH ne répond qu'à la loi, ne dépend et ne répond qu'à la loi ici, et on a à travers sa loi organique, il y a des possibilités de travailler en collaboration avec les autres institutions gouvernementales qui opèrent dans le même secteur. Ici, je vois directement le ministère de la Justice, le ministère des Droits humains. Il y a de pans donc des collaborations pour qu'on n'interfère pas dans le travail d'une autre institution. Mais le fait qu'il y ait une ordonnance présidentielle qui vous investit, ça ne réduit pas votre liberté par rapport à votre travail? Oui, psychologiquement, on peut penser à ça, politiquement parlant. Mais le fonctionnement en soi, si on respecte le principe de Paris et les autres normes édictées par la communauté internationale, il y a moyen de travailler de façon indépendante. Le plus gros défi, le plus grand défi, vais-je dire, c'est le fait d'émarger du budget de l'État. Et c'est la main, comme on dit souvent. La main qui donne, c'est la main qui dirige. Hein? Et là, il faut constamment négocier et sensibiliser les acteurs pour comprendre que le budget voté, le budget concédé à la CNDH, c'est un budget qui doit être appliqué d'une façon qui puisse permettre à cette institution de fonctionner à tout moment et de répondre aux exigences
nationales et aux exigences internationales. Peut-être qu'on peut placer l'utilisation, si vous voulez, du bidet de la SENDESH dans un mode prioritaire qui puisse permettre à la SENDESH d'accéder rapidement aux moyens dont elle a besoin plutôt, afin de pouvoir agir sur terrain avec des enquêtes, avec la présence à l'extérieur du pays pour des plaidoyers, pour sensibiliser sur la situation qui prévaut au pays par rapport aux questions de promotion et de protection des droits de l'homme. Alors, parlons de l'actualité, justement. L'actualité, cette semaine, pardon, ces 2 semaines ou ces 3 semaines, a été de mieux au niveau du CNDH. C'est le rapport que vous avez publié par rapport aux manifestations de l'opposition C64, le manifestation dernier. Dites-nous d'abord, quelles conditions ces rapports a été établi? Dans des conditions normales, exigées par la science, exigées aussi par les normes internationales, et dans des conditions où une des libertés fondamentales dont on parle tant, les libertés fondamentales en général, la liberté de manifestation, ces libertés qui sont consacrées dans les textes, dans notre Constitution et dans les autres textes, instruments internationaux. Et ce sont ces libertés que l'on pourrait comparer au sang, les sangs qui jouent un rôle important dans l'organisme humain. Et donc, ce rapport que nous avons élaboré, parce qu'il y avait une manifestation pour lequel, en amont, en aval, on a senti qu'il y aura des problèmes, puisqu'avant ça, il y a eu des appels à l'incitation, si vous voulez, l'incitation à la violence. Et nous devrions, en ce moment-là, nous avions eu raison de nous déployer afin de suivre ces sit-ins du 12 juin organisés par la coalition 64. Malheureusement, cette activité avait été interdite et avait été émaillée, si vous voulez, des incidents qui nous ont poussés à diligenter davantage pendant un mois cette enquête dont nous avons rendu le résultat. Quoi de plus normal qu'un parti ou un groupement de partis de l'opposition puisse donner son point de vue, et nous pensons que c'est de bonne guerre et que l'opposition ait, disons, contesté ce rapport dans certaines de ces aspects, si vous voulez, dans certains aspects du contenu de ces rapports. C'est normal parce que vous vous souvenez. Donc vous comprenez quand même lorsqu'ils disent que, c'est toute l'opposition, ils ont dit que votre rapport a manqué d'équilibre. Non, nous avons un rapport très équilibré. Vous allez le feuilleter et voir, puisque nous avons des audios, des images, et nous avons repris, et tous les opposants auprès de qui nous avons mené cette enquête savent très bien que nous leur avons dit, nous allons fidèlement reporter vos versions dans ce rapport. Nous allons les reporter, y compris les victimes, parmi vos manifestants, vos adhérents. Nous avons eu ces adhérents, ces manifestants et ces victimes. Nous les avons entendus, écoutés, filmés, enregistrés. Et si vous voulez qu'on vous donne les détails, vous serez étonnés. Alors, la C64 a dit qu'il y avait des tirs de balles réels qui ont fait. Mais aucune des victimes dans le camp de manifestants n'a présenté de blessures des suites des balles reçues. Eh bien, il y a eu des blessures, puisqu'on a vu qu'il y a eu des jets de pierre, la matraque et tout ça. Les gens étaient blessés.
il y a eu évidemment des éclats qui ont même touché certains opposants, comme Deli Sesanga et qui encore Martin Fayoulou Martin et... Fayoulou, ils nous ont montré les effets de ces éclats-là. Et bon, vite guéris. Tout à l'heure, vous les avez vus debout, en bonne santé, reprendre des activités, sauf Ados, je crois, Ouais. Dombassi, Dombassi. qui avait reçu vraiment une blessure au pied des suites d'une grenade. Eh bien, lui était sérieusement blessé. Pour le reste, on a la coalition 64 a dit qu'il y a des disparus et qu'il y avait des décès. Mais nous leur avons demandé, s'il vous plaît, donnez-nous les identités des personnes tuées lors de la manifestation. S'il vous plaît, donnez-nous des preuves. Aucune preuve. Aucune preuve. Même la Cinco qui avait déployé 15 observateurs, s'il vous plaît. Les éléments sont là. Les détails de notre mission d'enquête sont là. C'est ça la vérité que l'opinion doit savoir. Nous avons supplié, s'il vous plaît, donnez-nous les identités. Mais justement, ils vous accusent d'aller dans le même sens nous ne sommes pas un pouvoir judiciaire. Si aujourd'hui, ils ont ces éléments-là, dans une mission mixte, bon, CNDH, C64 et même les représentants des pouvoirs publics, et peut-être la communauté internationale, s'ils nous apportaient ces éléments-là, nous allons applaudir et demander aux institutions habilitées, aux institutions judiciaires, de continuer l'enquête et d'établir les responsabilités en ce moment-là, etc. Mais nous n'avons rien reçu. Vous voyez un peu ce que je veux dire, et qu'il y a eu des disparus. Bon, si vous maîtrisez bien vos manifestants, c'est comme ça, oui, moi, tel parti, telle coalition, je vais déployer mes militants pour une manifestation pacifique. C'est que vous devez maîtriser ces manifestants qui sont vos militants, etc. Vous savez au moins qu'à la fin d'une manifestation, vous faites des rapports internes et vous avez des noms. Alors, c'est simple de faire cette évaluation au sein du parti et nous présenter maintenant des victimes. Mais on nous a présenté des victimes et des blessures qui n'étaient pas dues au fait qu'on a tiré à balles réelles, mais plutôt dans la confrontation, les jets de pierre et autres qu'on a vu sur certaines vidéos. Donc le rapport de CNDH, votre rapport, vous êtes président du CNDH, le rapport que vous assumez, votre rapport dit clairement qu'il n'y a jamais eu de mort, il n'y a jamais eu de blessés par balle, il n'y a jamais... C'est-à-dire que... Au moment où on clôturait... Oui. Où on clôturait et pourtant, les rapports... L'opposition a dit qu'il y avait de morts, il y avait de blessés par balle. Mais alors, venez avec des éléments. Nous leur avons demandé, à Martin Fayoulou, s'il vous plaît, donnez-nous les éléments. 0. Adélie Sesanga et les autres. Marc Kabound, pour qui, 0. Hein? Pas d'éléments d'identification, pas de preuves. À qui la faute? Nous sommes encore très, très disposés à pouvoir recevoir des informations. Mais pourquoi ils disent que votre rapport ne respecte pas l'équilibre? Allez leur poser la question. Allez leur faire voir les éléments de ces rapports-là. Je crois que je vous l'ai envoyé. Allez leur poser la question. Mais c'est souvent, quand on est dans l'opposition, on veut acculer l'autre avec parfois des allégations. Mais ces gens, j'ai travaillé avec eux à l'époque en tant que défenseur des droits de l'homme. Je les connais comme les fonds de ma poche. Et si aujourd'hui, ils sont dans cette lancée-là, nous de la société civile, nous des droits de l'homme, nous savons que parfois, on allègue. Et vite, on envoie les rapports à Washington, à Bruxelles, à Genève, voilà, nos droits sont violés, tout ça.
Voilà cette manifestation. Et vous Bon, pour nous, ce sont des allégations. Il vous accuse d'être partisan, justement, président du CNDH, qui doit être une Écoutez, d'appui à la démocratie. Vous devez accompagner tout le monde. Mais on a écouté. Est-ce que vous avez lu, monsieur le journaliste, notre rapport? Oui, il est équilibré. Nous confirmons, nous appuyons que les libertés fondamentales sont constitutionnelles et consignées même dans les différents instruments internationaux. Oui, mais ils disent que la CNDH est partisane. Non, non. La CNDH ne va pas tromper l'opinion. Non. Elle dira la vérité. Qu'ils viennent avec l'autre vérité. Qu'ils mettent sur la place publique, devant le média que vous êtes. Voilà, tel est mort. Voilà sa famille. Il y a eu deuil là-bas. Il y a eu perte là-bas. Ils ont dit les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Tout le monde non, mais les images. Vous avez vu sur les images des morts? Vous, journalistes, vous avez vu des morts, des gens qui sont décédés sur place? Puisque le seul que l'on a présenté sur les 2 morts, qui est prétendu des morts, le seul que nous avons pu retrouver, c'est monsieur Kabeya alias Ngadiadia, qui avait attrapé une pierre sur la tête devant le siège de l'Essidé. Et la police avait fait pour le retirer et l'amener aux soins. Au lendemain, nous sommes arrivés à son lit d'hôpital en présence de l'avocat de l'Essidé. Si vous voulez, je peux vous citer ses noms. Et Martin Fayoulou était informé. Kabeya n'était pas, était touché bien sûr, mais une semaine après, il a repris sa santé. Il n'est jamais décédé. Et il n'est pas décédé. Il est retourné, il est en poste. C'est l'un des gardiens, si vous voulez, du siège de l'Essidé. Alors, aujourd'hui, demandez à ces partis politiques de venir vous montrer encore des preuves, vous apporter des preuves qu'il y a. Au-delà de Kabeya, il y a deux autres morts ou quoi. Mais nous avons aussi interpellé, si vous voulez, enquêter auprès de la CENCO. Nous n'avons pas eu de preuves, s'il vous plaît. Les disparitions et tout ça. Eh bien, quand nous disons qu'il y a eu violation des droits de l'homme, puisque les gens étaient interpellés, privés de liberté pour un certain temps, disons dans des cachots, des SIAT à gauche, à droite, la CNDH s'est déployée et a regardé au cas par cas la quarantaine de personnes qui étaient privées de leur liberté et a conseillé le gouvernement. Et le gouvernement, ses services ont accepté de libérer tous ces mondes-là. Mais dans les manifestations ailleurs, dans des pays je ne sais pas moi, que l'on dit... Des grandes démocraties. Oui, des démocraties. Mais lorsque une manifestation est encadrée, et s'il y a débordement, qu'est-ce qu'on fait? On arrête, on interpelle, et puis on libère, on écarte de l'endroit où se tient la manifestation. Quelques temps après, des arrestations, si vous voulez, des interpellations administratives, et on libère les manifestants. En fonction de tout ça, d'après les normes, nous avons considéré, non, ces gens qui étaient la quarantaine, à moins que les OPJ aient découvert autre chose par devers, on a découvert qu'il y avait un jeune qui avait une machette. Celui-là a été déféré devant la justice. Il a été envoyé au parquet et il est à Makaba. Mais maintenant, oui. Alors, que le parti politique qui allègue, il y a un principe de droit qui dit que c'est celui qui allègue qui doit absolument apporter des preuves. Nous attendons des preuves, tout justement. Monsieur Paul Sampo, vous n'allez pas nous demander, par exemple, d'inventer et de nous appuyer sur le fait, maintenant, avancer sur la place publique à travers les communiqués que nous n'avons d'ailleurs pas reçus de la C64 pour dire que oui, voilà, tout ce qu'ils ont dit, qu'on a utilisé des balles réelles, non des armes non létales, et que l'on a utilisé des balles réelles qui ont blessé les manifestants. Mais qu'on nous amène ces blessures-là. S'il vous plaît. Il continue à vous ramener. Ils disent que vous avez les images sont sur les réseaux sociaux. Vous avez suivi la manifestation sur les réseaux sociaux. Mais des images qui montrent quoi? Des morts. Si on avait tiré des balles réelles, mais on allait voir des morts partout. On allait voir des morts. Une mort par balle réelle, on peut le voir. Qui tombe. Une blessure. Oui. Allez voir les experts en balistique avec ces blessures, mais vous serez étonnant de dire non, ça ce n'est pas une blessure,
d'une balle. Mesdames et Voilà. messieurs, cette émission passe en direct. Vous pouvez réagir directement. Le QR code s'affiche au bas de l'écran. Scannez-le avec votre téléphone et vous pouvez envoyer votre question ou votre réaction en direct dans cette émission. Monsieur Paul Sampo, j'ai dit tout à l'heure, vous êtes président de la Commission nationale des droits de l'homme, une institution d'appui à la démocratie qui est là pour et le pouvoir et l'opposition. Tout à Mais fait. après votre rapport, quand on entend la réaction de l'opposition. Mais Quelque part, écoutez, la confiance, je vous arrête, la monsieur confiance est le... rompue, Non, carrément. ce n'est pas rompu. Nous sommes une institution publique. Nous avons l'obligation de couvrir toutes les manifestations qui peuvent compromettre, si vous voulez, à la paix, au respect des droits de l'homme, etc. Eux ne vont pas, s'ils n'ont pas confiance en nous. Mais c'est la même chose. Regardez, Human Rights Watch et d'autres organisations internationales, quand elles produisent des rapports, elles diffusent publient des rapports, vous verrez que souvent les partis remettent ces rapports en question. C'est ça la tendance. Partout où il y a l'opposition, on a toujours tendance d'acculer celui qui est au pouvoir. Eh bien, ils l'ont fait, etc. C'est partout. Alors aujourd'hui, je ne suis pas surpris de voir qu'il y a une partie de l'opposition du C64, parce que ce ne sont pas tous qui ont réagi. C'est surtout ceux qui avaient des militants déployés aussi sur terrain ces jours-là, qui aujourd'hui ne nous apportent pas des preuves. Mais quand nous disons que Ndombasi Ados est sérieusement blessé, nous l'avons vu. S'il vous plaît, vous pouvez, pour l'intérêt, l'éclatement de la vérité, vous pouvez relire notre rapport, diffuser même les images. Vous verrez que le rapport est équilibré et assorti d'une panoplie de recommandations en direction des partis politiques et en direction des services et des pouvoirs qui doivent encadrer ces manifestations, et même de fortes recommandations qui venaient de part et d'autre, puisqu'on avait vu tout le monde, on a enquêté sur tout le monde, qui a un rôle à jouer en tant qu'encadreur des manifestations et en tant qu'organisateur. Vous verrez que nous faisons des recommandations qui puissent permettre que ces manifestations pacifiques le soient réellement au moment de leur expression sur terrain. Alors, nous sommes la veille du 2 août. On va terminer ces dossiers, le rapport, mais l'opposition également. Il y en a aussi ceux qui crient, qui sont sans nouvelles des certains de leurs membres jusqu'à aujourd'hui. La CND, qu'est fait la CND? Est-ce que la CNDH travaille également pour ces membres dont l'opposition n'a pas de nouvelles? Eh bien, encore une fois, les portes de la CNDH sont ouvertes à tout compatriote, même à tous les étrangers vivant sur notre territoire. Ces portes, les portes de la CNDH, leur sont ouvertes pour nous exposer, nous demander, déposer leurs plaintes, demander l'implication de la CNDH pour ce genre de cas où on dénonce une situation de violation des droits de l'homme, disparition et consorts. Nous avons demandé aux manifestants du 12 juin dernier de nous apporter les informations sur leurs membres, les membres de leur famille disparus. Jusqu'à là, aucun. Alors, facilitez-nous la tâche. Vous, les responsables de ces partis politiques de l'opposition, puisque vous maîtrisez vos adhérents, apportez-nous ces preuves-là. Nous serons obligés de pousser, de demander, de faire pression sur le policier et autres, d'ouvrir des dossiers, d'enquêter et même de rétablir les responsabilités. Voilà le travail que nous faisons, et nous le faisons objectivement. Eh bien,
Il y a parfois des gens qui me connaissent dans le domaine des droits de l'homme. Depuis très longtemps, je dis bien que je connais ces acteurs comme les fonds de ma poche. Nous les avons secourus, nous les avons toujours secourus. Mais c'est lorsqu'on est dans l'opposition qu'on prétexte beaucoup de choses. Mais une fois au pouvoir, il y a des négligences. Et là, il y a un autre style d'approcher le pouvoir pour lui dire là, ça ne va pas, ça va, et ça, voilà, on avance ou on n'avance pas. C'est ça le rôle, si vous voulez, d'une CNDH, qu'elle soit sénégalaise, qu'elle soit américaine ou quoi, bon, de l'Union fédérale, enfin, de la Russie et consorts, puisqu'il y a aussi les là-bas, doivent rappeler, doivent conseiller les gouvernements dans le sens de promouvoir et protéger les droits de l'homme, sans discrimination aucune, sans parti pris. Voilà ce que nous faisons aujourd'hui. Ce n'est pas parce que nous ne sommes pas d'accord sur les chiffres des morts et même des disparus, dont les organisateurs ne nous ont présenté aucun détail, aucune preuve, que nous allons perdre et appuyer comme ça des choses qui ont été alléguées. Et surtout que les capitales, là où ils ont envoyé des informations, Washington, Bruxelles, Genève, on nous retourne les mêmes questions. Et nous, nous leur retournons les mêmes questions. Est-ce qu'ils vous ont donné les détails des gens qui sont morts, l'identité de ces gens-là? S'ils ne nous les ont pas remis, ces détails-là, s'il vous plaît, vous qui êtes à Washington, à Bruxelles, à Londres, un peu partout, envoyez-nous, nous allons continuer l'enquête. Rien du tout. Voilà la réalité. Mais la question, c'est CNDH, on parle de la session des droits de l'homme aujourd'hui. Il y en a un qui crie aujourd'hui, qui est deux de leurs membres. Ça fait 6 mois qu'ils ont privé de liberté. Ils sont sans nouvelles de ces deux membres, ces deux responsables du PPRD. Est-ce que la CNDH a des Écoutez, nouvelles? vous voulez faire allusion aux arrestations qu'il y a eu au niveau de... Mais nous avons agi. Si vous nous donnez plus de moyens, nous allons médiatiser tout ce que nous avons fait et nous continuons à faire. Allez les voir là où ils sont. Ils ont rencontré la CNDH. La CNDH a plaidé leur cas pour la période d'examen préjuridictionnel, pour que cette période-là soit courte lorsqu'on est interpellé, afin de déférer et transférer ces personnes devant leur juge naturel et qu'on leur signifie le motif de leur interpellation, de sorte qu'ils préparent leur défense. Nous avons fait ce travail et nous continuons à le faire. Si vous nous donnez des moyens, nous allons vous demander, vous de la presse, accompagnez-nous. Voyez ce que nous avons fait. Allez les voir. Jouer et compagnie. Mais j'ai vu. Et ils disent, ils sont sans nouvelles de leur, même leurs femmes, leurs hommes peuvent pas le voir. Bon, il faut relativiser, aller promener les micros, etc. C'est possible. Mais dans un contexte où il y a cette infiltration, on ne nie pas, de tous nos services, à plus de 80%, l'infiltration de tous les services, par des éléments qui, ailleurs, sous d'autres cieux, vous n'entendrez même pas parler. Ou sinon, vous le retrouvez, ces gens-là, à Guantanamo ou ailleurs. C'est ça, puisqu'on ne badine pas avec la sécurité d'un pays et des questions qui touchent à sa souveraineté, à son intégrité, etc. Mais nous avons travaillé, monsieur Kabasele, nous avons travaillé pour qu'aujourd'hui les gens soient renvoyés à Makala ou à Ndolo. Et nous continuons à pousser pour qu'on fixe les audiences et qu'on sort et que ces gens se défendent. Et nous avons même travaillé pour que les services travaillent avec le pouvoir judiciaire pour pouvoir interpeller suivre toutes ces personnes qui sont interpellées parce que quelque part on les soupçonne d'être, je ne sais pas, dans des complots, etc., contre la nation. Alors, dans ces cas-là, il ne faut pas dire que la CNDH n'a pas fait son travail. Non, la promotion des droits de l'homme, c'est aussi aller vers les tenants du pouvoir pour pouvoir les pousser à travailler en respectant les procédures. Président, nous sommes
la veille du 2 août, le Génocauste que nous commémorons, ça sera demain. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, le génocide congolais, c'est comme si n'est pas pris en compte. Ailleurs, ceux qui ont eu 800 000 morts, on voit, c'est la communauté internationale qui crie, les organisations qui parlent, qui défend. Mais nous, c'est plus de 8 millions de morts, mais c'est comme si c'est le Congolais qui parle, mais on ne nous entend pas. Pourquoi on ne nous entend pas? Parce qu'il y a un adage, selon un adage qui dit aide-toi, aide-toi. Etc. Voilà. Et nous, Nous devons prendre conscience que nous avons un pays potentiellement riche. Ces richesses sont établies par tous les tableaux, les composantes de la table de Mendeleïev, en d'autres termes, des minéraux rares qui font courir le monde. Et vous savez, lors de la conférence de Berlin en 1886, ce territoire était circonscrit comme étant un lieu où on doit venir, toutes les puissances doivent venir y puiser, se servir. Et ils ont multiplié des stratégies au fil du temps pour nous faire rater des momentum historiques qui pouvaient nous permettre, nous, la RDC, d'aller vers l'utilisation pour le besoin des valeurs des dignités humaines, y compris le développement, utiliser nos potentialités. Eh bien, alors, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, nous devons nous battre pour faire reconnaître nos malheurs, ces génocides-là. Mais c'est déjà un bon pas qu'au niveau national, on ait reconnu ce génocide en série. Pratiquement. On me dit qu'il est temps de nous interpartir. Ça fait pratiquement 1 heure qu'on est en train de discuter. Les temps touchent. Venez avec moi, Président. Avant de vous laisser partir, venez avec moi. On va aller de l'autre côté. On va juste signer les livres d'hommes. Mais entre-temps, vous nous expliquez, on doit se battre pour qu'on puisse reconnaître notre génocide au niveau international. Au niveau international. Mais les sanctions prises par les États-Unis, l'Union européenne, doit être renforcée. Et nous sommes en train de tout faire pour que ces sanctions soient opérationnelles. Et de ce côté-là, je ne vous dirai pas ce que nous faisons en termes de plaidoyer sur le plan international, la diplomatie des droits de l'homme, partout. Les auteurs doivent être sanctionnés. Et nous allons exercer appuyer les boutons sur la justice pénale internationale dans tous ses aspects. Mais déjà en Afrique. Mais dans le cadre de la réconciliation, dans le cadre du dialogue qui s'annonce, ça ne sera pas entravé mettre un pont où la réconciliation ne risque de ne pas avoir lieu. Écoutez, quand nous sommes rentrés de l'exil, nous avions demandé aux acteurs de mettre en place une commission vérité, réconciliation et justice et réconciliation. Mais ils ont négligé. Mais surtout, ceux qui étaient cités comme des présumés auteurs intellectuels et même matériels de tous ces crimes, toutes ces violations des droits de l'homme. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas œuvrer dans le sens de sacrifier la vérité et la justice à l'autel des négociations politiques. Non. Tant du côté de la société civile que d'une institution comme la nôtre, nous serons très regardants. Mais voilà pourquoi les opposants vous accusent d'être... Écrivez, Président. Vous accusez d'être un peu plus partisan que défenseur de droits de l'homme, comme vous l'étiez avant d'être président du CNDH. Mais je vous laisse écrire, sinon je vous laisse écrire. Allez. Entre-temps, mesdames, messieurs, nous allons continuer cette émission. Nous sommes encore ensemble. Ça sera jusqu'à midi avec notre deuxième invité. Ça sera le pasteur Silas qui viendra justement pour nous parler d'un autre sujet aussi intéressant. Donc aujourd'hui, nous avons décidé de discuter, de parler la veille du dé. Vous savez que pasteur Silas, nous allons essayer de parler de la reconstruction morale de la nation. Quel rôle pour les leaders religieux, les intellectuels et la société
civile. Allez, les temps que le président du CNDH est en train d'écrire, de griffonner quelques mots qui vont nous rester pour nous dans cette émission que nous garderons d'ailleurs jalousement. Je vais laisser écrire avant de les laisser partir. Je vous rappelle, ça sera le docteur Silas qui viendra pour la deuxième partie de cette émission. N'oubliez pas, demain, le 2 août, la République démocratique du Congo, le génocide, les génocaustes. Et ces génocaustes sera justement, ça sera le lundi prochain. Si vous avez du temps, passez, faites un tour au niveau du musée des génocaustes. Vous pourrez voir quel est le mal qu'on a fait à ces pays. Allez, pendant que le président est en train de terminer, voilà. Allez, M. Paul Sampou est président national de la Commission nationale des droits de l'homme pour la République démocratique du Congo. Le premier. Août 2026. Ok. 2026. Allez, Monsieur le Président, on va terminer avec le panier de vérité. Répondez-moi par oui, non, de questions courtes. Des réponses courtes, précis et concis. Sans. On peut y aller? Ah non. Alors, Okay. La CNDH était totalement indépendante? Oui, elle est totalement indépendante. Avez-vous déjà subi des pressions politiques? Oui, ce que le C64 fait, c'est une pression politique. Et des difficultés aussi pour obtenir nos moyens, afin d'être fonctionner de façon optimale. Ceux qui ont les moyens doivent comprendre qu'il s'agit d'une défense collective de nos droits à nous tous, sans distinction aucune. La communauté internationale a-t-elle abandonné les victimes congolaises? Eh bien, c'est en nous, comme l'adage l'a dit, aide-toi, le ciel t'aidera. C'est en nous de mettre des stratégies en place pour pouvoir vendre au profit, en faveur de nos victimes et de notre pays, les génocides à répétition que nous connaissons sur notre territoire. La justice aujourd'hui est-elle la même pour tout le monde en RDC? Elle est en mouvement pour une évolution et prendre en compte, si vous voulez, les préoccupations de la population. Mais il y a beaucoup de défis à relever encore. La RDC aujourd'hui est-elle réellement un état de droit? Oui, c'est l'effort. Nous tendons vers cet effort-là. Voilà, nous regrettons que la pratique qui était intériorisée déjà à travers les dispensations électorales soit rompue brusquement par ceux-là même qui ont piloté les pouvoirs organisateurs des élections et aujourd'hui qui ont pris les armes. Et donc cette pratique d'accession au pouvoir, de conservation des pouvoirs, est en train d'être remise en question par ceux-là que nous appelons les acteurs politiques. Voilà pourquoi nous devons nous mettre debout pour essayer de rétablir vraiment cette... Président, merci beaucoup, merci d'être venu. Merci. Revenez quand vous voulez, et je vais vous raccompagner. Vous permettez? Oui, je vous en prie, je vais reprendre le micro. Venez avec moi. Revenez quand vous voulez. J'espère que le prochain rapport du CNDH ne sera pas très contesté. Oui, tout à fait. Je vous informe que nous allons publier aussi les rapports de ce qu'a été et ce que sont les droits de l'homme dans la partie nord et sud Kivu et certains territoires de l'Ituri. Un rapport explosif. Allez, on attend lorsque vous publiez ces rapports, venez sur ce plateau, on va en parler. Merci. Allez, deuxième invité de ce plateau, je vais directement demander de venir, ça sera le docteur Silas qui va me rejoindre. Allez, les temps qu'il se salue dans le coulisses avec le président. Merci de regarder le panier de bonjour, votre matin revient dans quelques instants. Ils sont au total 185 jeunes filles et garçons confondus, recrutés parmi les meilleurs lauréats des examens d'État
26 dans chacune des 26 provinces de la République démocratique du Congo. Tous sont boursiers de la première édition d'Excellencia RDC. Un projet jadis porté par la Fondation Denis Nyakiro Tshisekedi, désormais pris en charge par le gouvernement de la République. Derrière cette initiative se cache un pari audacieux. Investir massivement dans l'intelligence congolaise pour bâtir demain la souveraineté économique de la nation. La cérémonie s'est déroulée en présence du président de la République, chef de l'État et grand chancelier des universités, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné de la distinguée première dame, Denise Nyakiro Tshisekedi, est en présence de la première ministre Judith Suminwa. Des membres des cabinets du chef de l'État, du gouvernement, du corps diplomatique, ainsi que des partenaires ont également rehaussé l'événement de leur présence. Le chef de l'État place ainsi l'éducation au cœur du développement national et de son côté, la première ministre veille à la mise en œuvre de cette politique éducative inclusive. Fort de son succès, une étape décisive a été franchie en 2025. Le gouvernement de la République a transformé Excellencia en un programme national financé par l'État et doté d'un cadre juridique garantissant sa continuité. Aujourd'hui, cet événement est bien plus qu'une cérémonie de remise de prix. Il incarne une vision nationale portée par le gouvernement de la République à travers le 4e pilier du programme d'action du gouvernement et trouve son inspiration dans le leadership éclairé de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a fait de l'éducation, de la formation et de la valorisation du capital humain des priorités majeures de son projet de société. Bien plus qu'un simple programme de bourse, Excellencia RDC est un véritable parcours d'opportunités, comme l'a souligné la ministre des tutelles en charge de l'enseignement supérieur. Le programme Excellencia RDC poursuit 3 objectifs majeurs, à savoir promouvoir l'excellence scolaire en stimulant l'émulation chez les finalistes de l'examen d'État, former une nouvelle élite en investissant dans l'éducation de la jeunesse, accompagner les lauréats dans la poursuite des études supérieures au pays comme à l'étranger en garantissant l'égalité des chances et l'absence de discrimination. Avec Excellencia RDC, l'État congolais pose un acte fondateur. Le mérite est désormais récompensé à la totale satisfaction des bénéficiaires. Aujourd'hui, nous recevons une distinction, mais nous recevons surtout une responsabilité. Mes chers camarades, nous sommes la première cohorte d'Excellencia RDC. Nous serons les premiers visages de ce programme. Les premiers à démontrer que cet investissement dans la jeunesse congolaise était un choix juste. Notre manière d'étudier, de nous comporter, de réussir et surtout de servir notre pays contribuera à écrire la réputation de toutes les promotions qui viendront après nous. Pour la petite histoire, Excellencia RDC tire sa source du programme initial de la Fondation Denis Nyakiro Tshisekedi, lancé en 2019 sous l'impulsion de la Première Dame. Ce projet a été érigé en programme national par le décret du 12 novembre 2025. Son ambition reste inchangée, révéler les talents de la République sans distinction d'origine ni de province. Excellencia, plus de 175 jeunes Congolais seront pris en charge par la bourse nationale. Désormais, on parlera de la bourse nationale Excellencia, prise en charge 100% par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Cette bourse initiée par la première dame de la République avec sa fondation, hier la fondation Denis Nyakiro Tshisekedi, aujourd'hui la fondation Lona